Le rituel du départ à l'école. À pied, en transport en commun, en voiture, en Nouvelle-Calédonie, ils sont près de 70 000 élèves, de la maternelle à la terminale, à emprunter ces chemins chaque matin de la semaine. Lieu de transmission du savoir et de l'apprentissage, l'école est une préoccupation de tous. On lui demande beaucoup, parfois trop. Elle est incontournable et constitue pour chacun une part de son enfance, de sa vie. Plébiscitée comme l'ascenseur social par excellence par les uns, stigmatisée comme lieu d'exclusion par les autres, elle porte en elle les espoirs et les rêves des générations qui s'y succèdent. Attention ton téléphone. Elle a été, est et restera sans doute encore longtemps le cadre privilégié de la rencontre de l'autre. Cette école, à la base de l'avenir de la société insulaire calédonienne, a son propre passé, son histoire, qui suit le fil de celle du pays. L'enseignement calédonien d'aujourd'hui se compose du public, qui concentre environ les 3/4 de la population scolaire, et du privé, où les élèves sont répartis entre 3 enseignements confessionnels, l'enseignement catholique et les 2 enseignements protestants, l'Alliance scolaire de l'Église évangélique et la Fédération de l'enseignement libre protestant. Mais quel que soit le cadre choisi par les familles ou imposé par la situation géographique des établissements scolaires, il s'agit bien d'un mode de transmission des savoirs et d'une éducation importée d'Occident sur cette terre du Pacifique Sud. À l'heure de la mondialisation, personne ne remet profondément en cause cette situation qui permet aujourd'hui à l'ensemble des Calédoniens de bénéficier d'une école de valeur internationale. Pour autant, l'archipel a vécu, avant l'arrivée de cette école occidentale, une autre façon d'acquérir et de transmettre le savoir. Voilà 3000 ans, les conquérants du Grand Océan abordaient en pirogue les côtes de cet archipel. La société kanak s'y est implantée, développée, structurée. Et comme toute société humaine, elle a inventé sa façon de dire le monde. Ce faisant, il a fallu créer des règles, des cadres institutionnels, des modes d'échange et de communication. Il a fallu aussi faire vivre la culture par la parole et la transmettre de génération en génération. La question de la transmission du savoir dans la société précoloniale, on ne peut y répondre que par des hypothèses, des reconstructions, à partir de ce qui a été observé et noté depuis le milieu du XIXe siècle. Ce qui caractérise globalement cet univers fragmenté des sociétés kanak de Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on est dans un système que les anthropologues appellent segmentaire, ce qui veut dire simplement que c'est un système social et politique fondé sur de petites unités qui s'agglomèrent ou se scindent pour en former d'autres. C'était un monde en mouvement perpétuel, et chaque unité sociale, pour se solidariser avec les autres, devait entretenir un très grand savoir. Là, on arrive à la transmission, parce que pour se situer par rapport aux autres groupes, il faut avoir la mémoire de la parenté, d'où venaient les épouses, quels étaient les noms des enfants, à qui on était affilié à tel moment ou à tel autre. Et quand nos enquêtes ont commencé, et Lénard aussi, qu'est-ce qu'on recueille? Des récits qui transmettent ces savoirs, qui explicitent ces savoirs. Donc, c'est, comme le disait Audrey Cour, on avait dit, vous verrez, c'est une société d'érudits. C'est cette dynamique intellectuelle très, 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 très forte. Alors, elle se transmettait à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du lignage, du clan, d'une façon informelle, à ma connaissance, d'une façon... celui ou celle qui détenait le savoir le donnait par fragments, par petits morceaux, et autrefois, d'après ce qu'on m'a dit, on ne devait pas poser de questions. Tout le savoir technique nécessaire à une société horticole, fondée sur une très grande diversité de plantes, une centaine de clones d'igname, des clones de taro, une variété d'arbres de forêt, très importante. De ce point de vue-là, c'est une société où le savoir sur les végétaux, d'après Audrey Cour, seuls les Vietnamiens
avait un savoir aussi développé que celui des Kanaks. C'était un savoir vraiment immense. À Lifou, il y a différentes étapes de la vie d'un homme. On peut distinguer l'enfance, qui va de la naissance jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Puis de 8 ans, il devient un jeune homme jusqu'à l'âge où on commençait à le raser, où ont lieu les cérémonies de rasage. L'ensemble des jeunes hommes de la tribu vivaient dans ce qu'on appelle à Lifou les Melum, qui sont une sorte d'école coutumière, j'allais dire, bien que le terme ne corresponde pas. Avec l'histoire de la christianisation de l'île de Lifou, c'est les tribus qui vont être créées. Avec la christianisation de l'île de Lifou, les tribus qui sont des rassemblements de clans autour d'une paroisse. En fait, les Kanaks ont écrit très tôt, dès 1880, donc parce que les missionnaires, on leur apprenait à écrire le français d'abord, le grec et le latin, souvent, mais je connais pas mal qui connaissaient le grec et le latin, en même temps c'est comme en France, ça a un peu disparu, et donc ils ont écrit dans leur langue. Hein. Et dans leur langue, ce qui est intéressant, qu'est-ce que les gens écrivent quand ils peuvent écrire dans leur langue ils ont écrit évidemment leurs histoires. Et là, on voit une expression qui est très intéressante, qui n'a pas encore été complètement étudiée, parce que quand on passe à l'écrit, comme nous dit John Moody, on transforme le média, quoi. Le mécanisme de communication écrit n'est pas le même qu'à l'oral. Les missionnaires ont mis en place, bien entendu, des écoles, et leur problème, c'était d'arriver à trouver des élèves. Parce que les élèves ne venaient pas, et donc il fallait convaincre les chefs administratifs créés par les Blancs. Il y a eu tout un système de coercition pour faire venir les enfants dans les écoles, et les convaincre d'apprendre. Alors, pour l'écriture, je crois que ça pouvait encore aller, c'était le contenu du message missionnaire a mis beaucoup de temps à être transmis. L'installation des tribus ne va pas se faire au hasard, tout comme l'installation des écoles. Donc pour le temple, on va choisir des lieux qui étaient tabous, j'allais dire, où c'était des lieux d'anciennes divinités d'avant le christianisme, pour montrer justement que le Dieu des chrétiens supplante ou remplace ou continue le travail des anciennes divinités, tout comme l'école qui va remplacer une ancienne institution qui était destinée à former ces jeunes. L'emprise de l'école, dans le souvenir, les Kanaks étaient très nets là-dessus, que certes ils ont appris, mais dans la douleur. C'était pas marrant. D'autant que ces missions n'avaient pas beaucoup de moyens, on le voit bien dans les lettres de Lénard. Donc en fond, c'est des agents du développement. L'installation des premières missions remonte à 1841, soit 12 ans avant la prise de possession par la France de cette terre du Pacifique Sud. À partir de 1853, l'archipel devient donc français, par décision de Napoléon III. Une colonie de plus? Pas seulement. Cette prise de possession procède d'un objectif d'État particulier qui va marquer à jamais l'histoire du pays. Jusqu'à cette date, les missions, qu'elles soient catholiques ou protestantes, étaient seules pour assurer le rôle de l'école. Avec la nouvelle donne de la colonisation, elles vont devoir faire face à cette mutation et aux esprits laïcs qui l'accompagnent. La société kanak entre elle aussi dans une nouvelle phase de son histoire. Dans ce lycée du centre-ville de Nouméa, la capitale du pays, la colonisation est au programme d'histoire de la classe de seconde. Donc je vais commencer. Nous sommes là dans le premier thème d'histoire de l'année, qui est consacré en partie à l'émigration européenne dans le monde. Et avant de passer à cette question générale, donc nous on va étudier le cas. Le sujet d'étude va porter sur un cas, celui de la Nouvelle-Calédonie, qui accueille au XIXe siècle
une vague d'émigrants qui partent de France. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé l'émigration française en Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle? Quel statut elle a déjà? Oui, c'est un bagne. C'est un bagne. Alors pourquoi? Quelle raison? Quel est son statut? C'est une colonie. Dessouchée à la pioche, ensemencée, je me suis mise à faucher les herbes. Avec beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup de volonté, je suis arrivée à m'en tirer assez bien. J'ai appelé les souvenirs d'un colon. Oui, un souvenir d'un colon. On retrouve encore votre auteur qui rappelle son expérience à Vaud. Là, on traite un type d'immigrés, c'est les émigrés volontaires, et qui arrivent ici dans le cadre de la colonisation libre. Alors, quelles sont les raisons qui poussent là Marius Jocteur et sa famille à quitter la métropole? Le chômage en France. C'est les raisons économiques? Ce sont des raisons, oui, tous les deux, vous avez la bonne réponse, ce sont des raisons économiques. Donc, on est bien là dans le siècle de l'industrialisation. Alors, autre type d'émigrés ici, que j'ai appelé les émigrés forcés, eux, ils sont intégrés dans un autre programme qu'on appelle la colonisation pénale. Donc, vous allez pouvoir me dire qui ils sont, mademoiselle Battaglia. Ce sont des bagnards, des pénitentiaires. Je pourrais dire exilés en Calédonie, parce que pour des crimes trop graves. Oui. Quelle est la peine qu'ils doivent subir ici, monsieur Verlaguet? Une peine aux travaux forcés. La peine aux travaux forcés. Mais pourquoi ils sont en Nouvelle-Calédonie? Allez, mademoiselle Chrysanthème. Oui, donc, non, ce que je veux dire, pourquoi ils ne font pas leur peine en France, quoi? Ils pourraient subir leur peine en France, monsieur Pesselet. Non, moi c'est monsieur Masson. Masson, pardon. C'est parce qu'il n'y a plus de bagne en France, ils les ont fermés, donc après ils mettent en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. Oui, comment on appelle cette loi, justement, qui organise... oui, mademoiselle. Pardon? Non. C'est la loi de la... Transportation. Ouais, c'est bien. La colonie est ainsi devenue un bagne. Le gouverneur Guillain, à la tête de l'administration locale, est un anticlérical. Les relations se tendent entre les missions et le pouvoir politique. Guillain ouvre la première école publique pour Européens en 1860. Le bagne aura aussi ses internats pour éloigner les enfants des bagnards libérés d'un contexte familial jugé moralement inapte à leur éducation. Des écoles indigènes sont mises en place pour former les Kanaks aux besoins d'interprètes de l'administration pénitentiaire. L'école s'adapte aux besoins de la colonie. Ainsi, parallèlement aux écoles missionnaires dont l'existence est désormais tolérée pourvu qu'elles n'aillent pas à l'encontre des intérêts de la colonisation, les écoles laïques et gratuites sont appelées à se développer sur l'ensemble de l'archipel. Ces écoles laïques sont à dominante européenne. En 1903, il n'existe que 6 écoles autochtones pour 25 réservées aux Européens. Mais les enfants européens fréquentent aussi les écoles confessionnelles. En 1920, 800 d'entre eux sont scolarisés dans le privé pour 1800 dans le public. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Calédonie regroupe 55 000 habitants et vit dans une relative léthargie. L'archipel est bien loin des préoccupations majeures de la métropole. Le réveil de la société calédonienne va avoir un nom, la guerre du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie est impliquée dans cette partie de la Seconde Guerre mondiale. Elle sert de base arrière aux troupes américaines qui vont repousser l'invasion des armées nippones. Pour les habitants du pays, toute ethnie confondue, c'est un choc de culture sans précédent. La société bouge, se transforme. 1 million de soldats américains vont transiter par l'archipel, ce qui va modifier en profondeur la société insulaire. Dans la petite école élémentaire de Passias, à Lifou, qui regroupe en une seule classe des enfants du cours élémentaire au CM2, on étudie ce passage de l'histoire calédonienne. On va regarder
on va lire rapidement le premier groupe. C'est le premier groupe qui va poser des questions. C'est grand-mère Enchenel et grand-père. Levez le doigt, le Ici, premier groupe. pour rendre l'histoire bien vivante, il suffit de se déplacer à quelques encablures de l'école pour se la faire raconter par les vieux qui l'ont vécu. Souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, des Américains à Sakagaya, mais on a On mélange ici le français et le djéou, la langue de l'Ifou. L'histoire se déroule devant les yeux des fillettes qui notent avec sérieux et respect les souvenirs des grands-parents. La transmission orale est encore bien vivante, permettant une récolte d'informations précieuses qui serviront à la suite du cours de retour à l'école. On agglomère ici la mémoire des anciens et les mots des livres scolaires. Un double regard qui rend le sujet abordé plus concret, lui donne du corps. À peu près. À peu près, Et puis, on garde le lien entre les générations, donnée qui reste incontournable dans la société kanak et qui prend forme, y compris ici, dans le cadre scolaire. Alors, on peut essayer de compléter en même temps pour on va le lire. De 1939, vas-y, à 1935, à la Seconde Guerre mondiale. On continue. On continue dans quelqu'un d'autre qui lève le doigt. Vas-y, Eléa. Les engagés partent au combat. Très bien. Continue. La guerre se déroule aussi dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie devient une base alliée en 1945, la guerre est terminée. 42, c'est vous qui avez travaillé sur ça. Donc en 1942, qui est arrivé? Les forces alliées. Devant l'école Suzanne Russier, à Nouméa, on annonce la bonne nouvelle du débarquement des forces alliées en Normandie. La guerre va prendre fin en Europe, mais ici, dans le Pacifique, il faudra attendre septembre 1945 pour que le Japon signe sa reddition. Les Américains quittent progressivement l'archipel. Dès 1946, c'est la fin du code de l'indigénat qui maintenait les Kanaks au statut de sujets français, cantonnés, sans droit ni liberté de déplacement. Cette même année, l'école devient obligatoire en Nouvelle-Calédonie. Le monde bouge dans cette après-guerre et l'archipel en ressent lui aussi les mouvements. Mais il faudra encore du temps pour que l'égalité scolaire existe réellement. En 1954, les premiers Kanaks sont reçus au certificat d'études. En 1957, au BEPC. La première école normale locale ouvre ses portes en 1959. Et en 1962, Boniface Ounou, originaire d'Ouvéa, devient le premier bachelier kanak. 2 années plus tard, en 1964, un vice-recteur se voit confier la responsabilité de l'enseignement public en Nouvelle-Calédonie. L'État confirme ainsi sans ambiguïté sa mainmise sur l'école. L'autorité de la France n'est pas encore remise en cause dans le domaine scolaire, mais les initiatives pour une plus grande adaptation de l'école à son contexte local ne vont pas tarder à voir le jour. Au début des années 70, les équilibres entre le public et le privé sont à peu près de l'ordre de 65 à 70% dans le public et 30-35% dans le privé, avec une prédominance pour l'enseignement catholique à l'intérieur du privé. L'enseignement n'a pas, privé ou public, n'ont pas des contenus pédagogiques très particuliers liés à la Nouvelle-Calédonie.
Ils appliquent en gros des programmes métropolitains et au niveau de l'école privée, on a affaire à une école de type missionnaire. C'est les dernières années où le prêtre dirige et à la fois sa paroisse et à la fois l'école avec quelques enseignants généralement anciens dans le pays ou depuis le début de la création de ces écoles. Les contenus n'étaient pas accommodés à la Nouvelle-Calédonie et qu'il est vrai que presque tous les livres qui étaient utilisés portaient sur des situations métropolitaines ou des situations du type « nos ancêtres les Gaulois », comme on a souvent raillé, mais c'est une réalité. Vous habitez dans un pays du Pacifique. Qui est-ce qui habitait la France avant vous autres? Les Gaulois. Les Gaulois, on les appelle nos ancêtres. Bon. Alors, est-ce qu'ils sont réellement vos ancêtres, les Gaulois? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Comment vivaient-ils, les Gaulois? Comme des sauvages. Donc, comme vous autres, hein? Oui. Dans quoi? Dans les forêts. Dans les forêts. Et puis, encore, comment appelait-on leur maison? Les huttes, pas des huttes. La première mutation qui s'est produite au début des années 70 a été un nouvel intérêt de l'enseignement catholique, des responsables de l'enseignement catholique, sur deux points. La pédagogie, indispensable, et la qualification des enseignants. Les enseignements confessionnels ont toujours joué le jeu des réformes en Nouvelle-Calédonie. Ils ont eu, bien avant l'école publique, un projet éducatif. Je dirais qu'ils étaient quand même au départ à l'avant-garde. La mixité a d'abord été dans l'enseignement confessionnel catholique avant d'être dans l'enseignement public. Ensuite, l'enseignement des langues vernaculaires, des langues kanak, si vous voulez, a d'abord été bien entendu dans l'alliance scolaire, bien avant l'enseignement public. Moi, j'arrive à Havila en 81. On enseigne le djéou en 4e, 3e, dès 81. Et pas de manière, artificielle, inclue dans l'emploi du temps. Alors du côté de l'enseignement public, lui, droit dans ses bottes, était beaucoup plus rigide, puisque là, c'était la transposition pure et simple des grands cadres des programmes, et dans toute leur rigidité et en même temps leur compétence. Il y avait de l'enseignement public français, beaucoup plus enchanté autrefois que maintenant, et encensé en tous les cas. Il ne faut pas oublier non plus que dans l'église évangélique dont on dépend, depuis 1976, se met en place en même temps une grande réflexion théologique sur la situation sociologique du pays. C'est-à-dire qui sont à la tête des décisions qui sont prises pour le pays, puisqu'en fin de compte, il ne faut pas oublier non plus que les premiers étudiants kanak qui sont partis faire des études supérieures en France sont revenus, commencent à faire de la contestation. Jean-Marie Chiba aussi en 1974 à 1975 a créé Mélanésia 2000, etc. Il y a du bouillonnement identitaire, etc. Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture, et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Et c'est grave, parce que ça débouche sur quoi? Ça débouche sur des jeunes qui sont des clochards. Des clochards au sens où on n'a pas de pied-à-terre, où on n'a pas de racines. Bouillonnement identitaire, bouillonnement politique. La Nouvelle-Calédonie va rentrer dans la période la plus sombre de son histoire contemporaine, celle des événements, une guerre civile qui ne dit pas son nom. Tous les ingrédients étaient réunis, inégalité, mépris, certitudes inébranlables, incompréhension, le pays sombre dans le chaos. Au collège de Koné, les élèves de 3e ont cours d'éducation civique.
ils sont mis face aux éléments de cette histoire récente sans détour, sans demi-mot, pour comprendre les tenants et les aboutissants du conflit sanglant qui domine les années 80. Lorsque je vous montre cette image, ici, quelle période de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ça vous évoque? Marie-Benoît? Les événements, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait dire qu'ici, je suis bien sur une photographie, Marie-Benoît a raison, 1984, au moment des événements en Calédonie? Qu'est-ce qui vous le montre? Tapoine? Alors, le drapeau Kanaki et les barrages. Pourquoi fait-on des barrages en 84? Qu'est-ce qui se passe? Tapoine? Pour bloquer les routes. Mais pour quelle raison on a envie de bloquer les routes? Qui fait les barrages? Pour quelle raison ce blocage des routes? Pour quelle raison il y a ces blocages? J'ai entendu parler de drapeau Kanaki. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Une révolte. Une révolte de qui contre quoi? Jordan? Oui? Ah, les indépendantistes qui veulent quoi donc? Qui veulent l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est mené par quel parti? Le FLNKS. Et tout le monde est pour l'indépendance? Et non. Qu'est-ce qu'on a en face? Ah, on a le RPCR. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent sur cette affiche? Kanaki, pas question, on reste. Donc on l'avait vu ensemble. Cette période des événements, elle divise la Nouvelle-Calédonie en deux, mais, vous l'avez bien dit, autour de deux partis. Les partis s'opposent, les hommes se battent. Le temps se fige dans la violence. L'école est prise dans la tourmente, c'est la guerre scolaire. On boycotte, on casse les liens. L'école est vue par une grande partie des Mélanésiens comme héritière de l'école coloniale. Une école qui refuse d'évoluer, de prendre en compte leurs attentes et leurs aspirations et qui reste le creuset des inégalités. Son inadaptation aux réalités locales devient une base de revendication pour créer autre chose, un autre modèle éducatif. Les écoles populaires kanak voient le jour en 1985. C'est une réponse politique à un problème identitaire. Nous ne prétendons pas former le prototype de la société de demain. Non. Nous disons tout simplement que nous sommes nous. Nous voulons être nous. Demain, dans l'indépendance ou pas, nous essayons de travailler de telle sorte que nous soyons toujours nous-mêmes, avec toutes ces choses qui viennent de l'extérieur. Permettre aux petits Kanaks de prendre ce qui vient de l'extérieur, mais de le prendre bien, de l'appréhender, quoi. Être à l'aise avec, pas être traumatisé. En 1988, le paroxysme du conflit est atteint avec la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa. Pourtant, l'école peut rester un lieu d'ouverture. Ce qui pourrait être considéré comme contradictoire ailleurs constitue ici une preuve de sagesse, de tolérance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, l'Alliance scolaire 1983, elle nomme un Caldoche directeur de son collège phare, Havila. L'Alliance scolaire 88, parce que j'ai été nommé en 88, 88, elle nomme directeur de son lycée, un Caldoche. Là, le vivre ensemble, nous dans l'Alliance scolaire, on l'a vécu. Et on le vit toujours. La grotte d'Ouvéa, on se souvient l'année? 88, bien. Événement commence en 84. Je vous l'avais dit, c'est pas 4 ans de violence perpétuelle, c'est 4 années durant lesquelles on a des pics de violence, d'autres moments ça va un petit peu mieux, et on a un paroxysme à la grotte d'Ouvéa. En 88, la situation est inquiétante, la situation est extrêmement tendue sur le territoire. Est-ce qu'on a fini par une guerre? Est-ce que notre pays a fini par se déchirer? Non. On a réglé ça comment? Ah, on a réglé ça par des accords. Qui s'appellent comment? Bien, accord de Matignon, avec une photographie célèbre, sur laquelle donc on a déjà discuté, déjà travaillé. On a même Anaïs qui le prend en histoire des arts, hein, donc on est vraiment sur quelque chose de très important pour notre pays. Vous me rappelez
ce qu'on avait dit de ces deux hommes, on avait dit qu'ils faisaient quoi avec l'accord de Matignon? Oui? Ah non. Rappelle-toi, on avait dit qu'ils avaient fait un pari sur... On avait dit en effet qu'ils faisaient un pari sur l'intelligence. Vous me rappelez pourquoi on avait dit ça? Ce pari sur l'intelligence repose sur l'acceptation des militants des deux camps du contenu de cet accord signé à Paris entre loyalistes et indépendantistes. La paix en dépend. Cette paix qui va permettre d'envisager un autre avenir, un avenir partagé. L'école va faire partie de cet accord. Un nouvel élan se dessine pour la faire évoluer, pour lui faire quitter ses oripeaux coloniaux. Fin des années 80, c'est-à-dire avant les accords de Matignon, l'État avait toutes les compétences en Nouvelle-Calédonie pour exercer les missions d'enseignement, que ce soit premier ou second degré. À partir de la signature des accords de Matignon en 88, la Nouvelle-Calédonie sort de la guerre civile, bien sûr, des événements douloureux que la Nouvelle-Calédonie a traversés. Les accords sont signés, la paix est restaurée, et la clé de voûte des accords de Matignon, ce fut effectivement la création des 3 provinces. Le rééquilibrage, le partage des richesses, le partage des compétences, le partage des responsabilités politiques. À partir de ce moment-là, les provinces acquièrent de très très larges compétences, dont la compétence de gestion de l'enseignement primaire public. Au début de la provincialisation, la province Nord va rencontrer d'énormes difficultés. Il est clair que le pari sur l'intelligence fait par M. Lafleur et M. Tjibaou n'est pas mis en œuvre à tous les niveaux de la société. Au niveau de l'enseignement, nous sommes attendus pour dire que le transfert de l'enseignement privé, enfin public et privé aux provinces, du premier degré, et la construction des collèges, va se traduire naturellement par un abaissement du niveau de l'enseignement et par de mauvaises choses. Donc nous sommes plutôt en situation de manque de confiance. Les événements étaient encore assez récents, il y avait, on va dire, beaucoup de militantisme qui était encore là, donc c'était beaucoup plus de politique que de stratégie éducative, on va dire comme ça. Donc c'était beaucoup plus dans la revendication et autres. Et à tel point qu'en fait les élus qui étaient là, c'est eux qui avaient fait les événements. Donc c'était plus dans la revendication. Ça a été difficile parce que la provincialisation n'a pas été simple. Hein. Il a fallu transférer les services, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Les provinces se sont largement emparées de leurs compétences, les ont exercées. Il n'y a pas eu de rupture dans les missions de service public. Quand j'étais directeur, il y avait encore, je ne sais pas s'il en existe encore, on enseignait comme tu l'as monté dans des écoles en paille. Ils ont très peu de moyens, mais bon, il faut savoir que la plupart des étudiants, enfin des enfants kanak passaient par les écoles privées, parce qu'il y avait cette empreinte culturelle, religieuse qui était là, qui faisait que la plupart partaient dans les écoles privées. Mais les conditions n'y étaient pas, donc il ne fallait pas venir à cette époque parler de hygiène et sécurité, tout ça, c'était complètement... c'était pas à l'ordre du jour. Les grandes nouveautés du Nord, c'est d'abord un premier constat, et qu'il faut faire de façon sévère vis-à-vis de la période qui a précédé. Il y a peu de collèges et pas de lycées. Ce qui veut dire que dès que les enfants peuvent participer à la conversation, apporter à la famille quelque chose, ils ne sont plus chez eux. Ils sont scolarisés, soit à Bourail pour le plus près, soit essentiellement à Païta pour l'enseignement privé et à Nouméa. La provincialisation de l'enseignement a permis, notamment aux Kanaks du Nord et des îles, de mieux reconnaître leur école publique. Je vous rappelle quand même qu'avant 1985, il y avait les écoles dites populaires Kanaks, qui étaient une forme de riposte à l'école coloniale, c'est-à-dire que les plus radicaux des Kanaks ne reconnaissaient plus l'école de la République. Donc il fallait effectivement, à travers ce geste fort des accords Matignon, donner une partie de compétences aux provinces, et donc forcément aux Kanaks, pour qu'ils puissent participer à la gestion de leur école. Et c'était une façon aussi pour eux de se réapproprier une école qu'ils avaient tant combattue auparavant. Le premier changement tient compte du fait que, aux yeux de la loi, aux yeux de tout le monde, la province Nord, c'est à l'époque 17 communes, enfin 16, puis 17 communes avec la création de Kwawa. Aux yeux
des responsables de l'enseignement, et notamment de la DEFI, Direction de l'enseignement, de la formation et de l'insertion, c'est 222 tribus. Car c'est dans les tribus que se trouvent les écoles, et dans les villages, bien sûr. Mais c'est une autre carte qui se met en place. C'est par le partage provincial que les Calédoniens participent à la construction de leur école. C'est donc important. Mais il était aussi important en 1998, avec la signature du nouvel accord, c'est-à-dire l'accord de Nouméa, de recentrer sur le pays. Et c'est ça qui est important, et c'est tout le distinguo entre les accords Matignon, partage avec les provinces, et l'accord de Nouméa, recentrage sur le pays. Et à partir de 1998, donc, s'engage un processus de recentrage sur la notion de pays, avec d'abord le gouvernement collégial. Et les compétences qui en découlent, c'est-à-dire que la loi prévoyait un transfert de l'enseignement primaire public, c'est-à-dire les anciennes compétences de l'État, contrôle pédagogique, programme et formation des maîtres, eh bien ces 3 compétences allaient être transférées au 1er janvier 2000. Donc nous sommes rentrés là-dedans, nous-mêmes, l'Alliance scolaire, dans ses analyses, a trouvé, il n'y a pas de problème, on y va. D'autant plus que dans l'accord de Nouméa, on parle de rééquilibrage, on parle de formation des cadres, on parle de prise en compte de la culture et de l'histoire du pays, etc. Donc nous ne voyons plus de freins qui pouvaient normalement nous amener à résister. Ce nouvel accord confirme la volonté des Calédoniens de construire un avenir partagé. Il est ratifié à 72% par la population du pays. Il bouleverse les codes du droit constitutionnel français, le forçant à s'adapter à la donne locale. Le transfert de l'enseignement dans sa totalité est confirmé. Les Calédoniens vont pouvoir choisir l'avenir de leur école en gardant un lien avec l'éducation nationale. Mais dans cette période, qui fait suite à l'accord de Nouméa, que va-t-on vraiment mettre en place de nouveau? Quelle évolution du système scolaire a effectivement eu lieu? Des points d'achoppement subsistent. Ils sont présents tout au long de cette période et perdurent encore aujourd'hui, malgré les poignées de main croisées de cet accord. L'un d'entre eux est un symbole fort, la présence des langues vernaculaires dans l'enseignement calédonien. En 2006 encore, les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie s'affrontaient sur ce thème. Ce n'est pas un problème nouveau. La mise en place des langues a déjà été faite par certains enseignements, et elle n'a pas engendré de traumatisme. Mais le sujet reste tabou. On le contourne, on tergiverse. Le temps scolaire reste celui du temps politique, du temps électoral, donc les incompatibilités demeurent. L'approche des langues a toujours été posée au lieu en termes éducatifs, elle a été posée en termes politiques, ça pose problème. Et d'autre part, la problématique normalement des langues, il faut l'organiser pour qu'elle soit utile et en même temps procède d'une démarche de réussite scolaire. C'est utile que tout le monde ait une approche d'une langue kanak. Parce que à travers la langue kanak, c'était langue et civilisation, c'est en tant qu'LV3. Or, le programme de la LV3 est un problème de civilisation, et pas seulement de... Et nous, on a commencé, je peux vous dire, alors maintenant, on parle de civilisation kanak, oui, mais en 88, je peux vous dire que le terme de civilisation, on a été les tout premiers à l'employer à Dokamo. Et non pas le mot simplement culture, on parlait de civilisation. Et c'était pas politique. Sinon, moi, je l'aurais jamais fait. C'était à la fois d'ordre intellectuel, d'ordre enseignement et d'ordre humaniste. Et pour ça, je pense que c'était bien. Puis bon, il y avait une belle équipe à l'époque, elle est toujours là aussi. Voilà, et ça, c'est si vous voulez. Et puis maintenant, petit à petit, ça rentre, je trouve, si vous me permettez, qu'ils vont doucement quand même. Je vous parle de 90, nous sommes en 2014. Ça fait 24 ans. Ils en sont toujours à se poser la question, comment, pourquoi, comment faut-il, faut-il pas, faut-il... Là, je dis que c'est un peu inquiétant. On ne peut pas dire qu'en 20 ans, rien ne s'est passé. Hein. Nos ancêtres, les Gaulois, c'est quelque chose qui n'existe plus, grâce à Dieu. Bon, désormais, les langues kanak sont souvent des langues d'accueil, en langue maternelle, où l'enseignement peut être facultatif, comme c'est le cas dans la ville. Les programmes, je l'ai dit, d'histoire, géographie, sciences et vie de la Terre, ont été adaptés à la réalité du pays.
des langues kanak sont aujourd'hui proposées en option au baccalauréat. Bon, donc on a progressé, mais on a progressé timidement, on a progressé doucement. Et nos résultats évoluent, mais ils évoluent timidement, probablement trop doucement à l'échelle de l'aspiration d'une large part de la population calédonienne. Dans l'enseignement français, il y a vraiment des choses à maintenir en Nouvelle-Calédonie, mais le copier-coller, c'est ce qu'on pourrait faire de pire. On se souvient des querelles sur le niveau du baccalauréat, de l'importance de ne pas corriger le baccalauréat en Nouvelle-Calédonie. Tout cet esprit-là va contribuer à ce que le copier-coller paraît une bonne garantie. C'est très curieux, puisque dans le même temps, l'enseignement métropolitain français, sur le plan mondial, l'enseignement français connaît une lente régression, mais forte régression que l'on constate actuellement en disant l'enseignement français a perdu du terrain. Et il a perdu du terrain sur le plan international, incontestablement. Et c'est ce modèle qui perd du terrain et qui fait preuve de ses faiblesses qui sert de modèle encore en Nouvelle-Calédonie. Les programmes scolaires vont pourtant faire l'objet d'une évolution notoire à partir de 2006 concernant leur adaptation au pays. Mais là encore, rien n'est instauré de manière définitive. Les premiers programmes scolaires n'ont rien renié du niveau d'exigence nationale en matière d'enseignement du français, des mathématiques. Mais en plus, ils ont érigé le destin commun comme étant la première priorité de la Nouvelle-Calédonie et par conséquent de son école. Et donc nous avons érigé le vivre et construire ensemble en priorité numéro 1. En changer au bout de 5 ou 6 ans, ce n'était pas raisonnable à mon sens. Il fallait simplement adopter le socle commun en complémentarité des programmes de 2006. Il ne fallait pas revenir sur ces programmes-là, d'autant que je considère pour ma part qu'ils ne constituent pas une avancée en matière d'identité de l'école calédonienne. Il se contente, me semble-t-il, d'un misérable copier-coller national. On remet par exemple Vivre ensemble à la 6e place. Et pourtant, me semble-t-il, nous sommes toujours dans l'accord de Nouméa. La paix, c'est toujours quelque chose, c'est toujours une quête de chacun d'entre nous. Rien n'est acquis en Nouvelle-Calédonie, tout reste fragile. Nous ne pouvons plus dire « vous allez prendre en charge votre enseignement » et continuer à s'appuyer sur des textes où l'enseignement est pensé pour une autre population et pour un autre contexte. Il me semble que ça a son sens au moment du contexte colonial où il y a une démarche de dépossession des gens d'ici, mais dans la mesure où on dit aux gens reprenez votre destinée ou votre responsabilité, ça nécessite aux acteurs d'ici de changer de posture d'analyse. Il me semble qu'il faut passer par une analyse endogène du problème. Toutes les manettes sont dans nos mains. Primaire, public et privé. Secondaire, public et privé. Donc à nous de faire en sorte que l'école calédonienne devienne le creuset du destin commun, comme l'école de la République en son temps a été le creuset de la nation. C'est notre responsabilité maintenant. Aujourd'hui, il y a des gens compétents chez nous en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent réfléchir, qui ont des hauts diplômes, des grands diplômes, pas eux seuls, mais il y a des inspecteurs qui viennent de France aussi, qui sont ici. Il y a un travail de collaboration ensemble et de réflexion ensemble pour trouver quelque chose d'original. On est capable de donner beaucoup, on est capable de mettre encore nos compétences au service de ces projets, on n'attend que ça, quoi. La Nouvelle-Calédonie est un pays original de par son statut, de par etc. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'enseignement des choses comme ça soit aussi original. La confiance dans les élites locales, dans les personnes locales, est toujours restée faible. Elle repose sur 2 points. Premièrement, ces élites, si elles sont mélanésiennes, elles sont encore sulfureuses, où on craint, où on a peur, où on doute. Et si elles sont calédoniennes,
eh bien, beaucoup de Calédoniens restent avec un complexe d'infériorité par rapport à la métropole. Aujourd'hui, il y a un décalage majeur entre une volonté d'émancipation très forte, certains souhaitant aller même jusqu'à l'indépendance du pays, et puis en même temps, une capacité calédonienne à exercer les responsabilités liées à cette émancipation beaucoup trop réduite. Donc la place de l'école, c'est aussi ça. C'est donner corps à notre capacité à exercer les responsabilités que politiquement nous souhaitons exercer. Si dans 5 ans ou 10 ans, on retrouve le chaos des années 84, 85 et des événements tragiques qui ont endeuillé tellement de familles calédoniennes, à quoi servirait-il qu'ils sachent lire, écrire, compter s'ils s'entretuent avant d'avoir 20 ans? On aura tout raté. C'est dire la responsabilité qui semble reposer en partie sur les épaules de l'école. Les débats sur l'échec scolaire ponctuent régulièrement l'actualité du pays, comme ils ponctuent d'ailleurs l'actualité nationale. Mais de quelle école parle-t-on? 26 ans après le premier accord qui a donné sa forme à la Nouvelle-Calédonie contemporaine, cette école qui fabrique les Calédoniens de demain est-elle devenue pour autant une école calédonienne? Il est important de dire ce que pourrait être l'école calédonienne parce que ça fait peur. Tout le monde se dit « Ah, une école calédonienne, mais alors on va être centré sur nous, on va parler que de la Calédonie. » Non. Donc tout de suite, levons les inquiétudes par une définition et on se rendra compte qu'une école calédonienne est une école ouverte sur le monde. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, quoi. Disons cette chose. Et levons la peur. Et une fois que cette peur est levée, après, oui, on pourra créer l'école calédonienne. Parce qu'on la créera en toute liberté, en toute, comment dire, plus que liberté, sans inquiétude. La question surtout, c'est de dire, cette peur, elle vient d'où? Quelle est sa nature? Et est-ce que c'est ma propre peur? Ou c'est qui a peur? Ce regard, il faut le changer. Et en aucune manière, cela veut dire que l'on diminue le niveau d'exigence. C'est simplement un changement d'angle. Mais si on reprend toujours le même angle qu'avant, pourquoi avoir transféré? Ce n'est pas la provincialisation qui a fait régresser l'enseignement, c'est l'inverse. Et on le voit bien au nombre de diplômes, d'examens réussis par l'ensemble de la population, même si la population mélanésienne reste encore en retrait par rapport au nombre de réussites de l'ensemble de la population calédonienne. L'école calédonienne doit former les citoyens calédoniens. Ces citoyens calédoniens, ce sont des gens du pays qui sont originaires de différentes cultures, de différents milieux socio-économiques, et qui, au travers de l'école, disposent des mêmes clés de compréhension du monde, et en même temps apprennent à se connaître, à s'accepter et à se comprendre. Donc c'est ça, une école calédonienne, c'est aussi une école de la citoyenneté. Est-ce qu'on peut dire que l'école est le moyen, l'outil indispensable, comme l'école de la République, l'école qui crée et à la fois les citoyens, et le vivre ensemble? La réponse est beaucoup plus dubitative, enfin je reste très dubitatif sur ce point-là, parce que l'école n'est pas portée actuellement par une idéologie du vivre ensemble. Il y a un discours autour de l'école calédonienne. Il y a un discours, il y a des questionnements, mais l'école calédonienne, elle n'est pas encore sur les rails. L'école calédonienne, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'elle est un peu comme le pays. Elle cherche à voir, elle est en train des phénomènes de balancier, un coup ça monte et haut, ça revient. Il ne faut pas que ce soit une école purement kanak, parce que ça n'a aucun intérêt, parce qu'on n'est plus tout seul. Il ne faut pas faire comme l'école qui est actuellement, qui est orientée, mais pour laquelle une certaine catégorie réussissent bien, et d'autres sont de l'autre côté. Je crois qu'il faut juste essayer de trouver le juste milieu. Est-ce que l'école aide à concevoir le vivre ensemble? La première chose, je pense, c'est l'acceptation. Est-ce qu'on accepte de vivre ensemble? C'est la première démarche. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, voilà, on vit ensemble? C'est pas parce qu'on doit, c'est pas parce qu'on est condamné, c'est parce qu'on veut. Est-ce que je veux vivre avec l'autre? Est-ce que j'éprouve de l'amitié pour vivre avec l'autre? Ça, c'est la seule question à répondre. À partir du moment que la réponse est positive à ce désir-là, le reste va petit à petit se mettre en place.